Et bonjour à chacun pour cette longue discussion avec le général Jean-Fred Berger. Bonjour mon général. Bonjour. Alors sur cette chaîne, vous avez l'habitude, souvent nous faisons des formats courts, mais aujourd'hui, pour parler d'un sujet aussi sérieux, j'ai préféré avec mon intervenant du jour prendre le temps de cette discussion. Alors mon général, pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer, eh bien, raconter un petit peu votre parcours dans l'armée française euh, pendant votre carrière, et puis vous êtes général en deuxième section, il me semble. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Alors, écoutez, bonjour à tous. Alors, il se trouve que je suis général, mais un général, c'est en fait, c'est un officier qui a eu la chance, l'honneur de servir pendant des années et qui a eu des subordonnés fidèles et loyaux qui lui ont permis de prendre des responsabilités toujours plus élevées. Alors, j'ai commencé en faisant Saint-Cyr, en passant le concours de Saint-Cyr 2 ans après le baccalauréat. Il faut aller en classe préparatoire et on passe ensuite le concours. Les années de Saint-Cyr, une école d'application, je choisis l'arme du génie et j'ai fait une carrière, j'ai 39 ans d'armée et j'ai alterné des périodes de commandement et de responsabilité avec des périodes, je dirais, en état-major, en école, etc. J'ai fait quand même au total 9 années de scolarité dans le cadre de l'armée, dont 2 ans à l'école de guerre allemande à Hambourg avec les futurs généraux allemands, et puis également l'école de guerre française à Paris, qui se trouve au Champ de Mars à l'école militaire. Voilà. En ce qui concerne un général en deuxième section, donc j'ai pris ma retraite il y a quelques années maintenant, ma retraite de général, je reste rappelable, c'est pour ça que je reste avec l'appellation général en deuxième section, ça veut dire que je ne suis pas complètement retraité, je suis rappelable, mobilisable, et donc à ce titre, je continue à être irrigué par des informations et également à être prêt, si nécessaire, à rejoindre, si on m'appelait pour une mission ou si on m'appelait pour reprendre du service compte tenu de la situation dans laquelle la France pourrait être. Voilà. Très bien. La deuxième section existe depuis très longtemps dans l'armée française parce qu'il y a eu des guerres où on perdait des dizaines de généraux. Mm. La guerre de 1870, la guerre de 1914, la guerre de 1940, on a eu d'énormes pertes et donc à ce titre-là, les généraux restent rappelables pendant un bon moment. Voilà. Mais du coup, ce qui veut dire que vous êtes en partie à la retraite, vous êtes rappelable, mais ça veut dire, est-ce que ça veut dire que vous avez récupéré votre liberté de parole publique comme tout citoyen, ou vous avez une certaine réserve? Alors, bien entendu, j'ai toujours un devoir de réserve, mais je pense que tout haut fonctionnaire, tout responsable doit observer aussi un devoir de réserve. C'est-à-dire, je ne critique pas mon pays, je ne critique pas mon gouvernement, et je m'exprime avec des termes mesurés sur ce qui se passe dans le monde. Voilà. Très bien. Mais ceci dit, j'ai le droit d'exprimer un certain nombre de choses. Je ne révèle aucun secret militaire que j'ai pu connaître dans ma carrière. Mais à ce titre-là, j'ai le droit interroger par un média de surcroît je dirais, dans le courant protestant, dans la dénomination protestante. Il n'y a aucun problème que je parle et comme général et comme chrétien. Voilà. Parfait. Eh bien, merci pour ça, pour cette introduction. Et donc, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et donc, les questions que je vais vous poser sont celles d'un franco-suisse. Donc, de mon côté français, j'ai pris le goût de poser les questions, même celles qui peuvent fâcher. Et puis, du côté suisse, le regard un petit peu décentré et non aligné. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre donc d'aborder les points que vous souhaitez aborder avec nous, mais avec des questions qui vont être posées parfois peut-être différemment de ce qui peut être fait ailleurs. Sinon, à quoi bon répéter ce qui a déjà été fait et dit des centaines de fois depuis un an? Oui, tout à fait. Si je reprends un petit peu l'historique par rapport à cette guerre en Ukraine qui dure depuis un an, le conflit, il n'a pas commencé en 2022. Entre 2014 et 2020, ce conflit, qui n'était alors qu'une guerre civile, mais déjà avec des ingérences extérieures, avait causé plus de 13 000 morts, selon l'ONU, donc 3 300 civils, 4 000 membres des forces ukrainiennes, 5 600 membres des groupes armés pro-russes, et puis le déplacement d'1,5 million de personnes qui sont, dans leur grande majorité, allées se réfugier en Russie. Et puis, bon, depuis l'entrée officielle de la Russie dans ce conflit, en février 2022, alors là, c'est plutôt des dizaines de milliers de morts,
Les chiffres sont difficiles à avoir, à part les chiffres surprenants du Haut-Commissariat des Nations Unies, pour qui il y aurait sur place 7100 personnes tuées et 11 000 blessés. Bon, c'est sûrement des chiffres qui ont besoin d'être corrigés, mais on le voit, ce n'est pas nouveau. Les Russes ont commencé à mener leurs troupes à la frontière ukrainienne dès 2020. Donc ma question est la suivante. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de cette poudrière à nos portes? On nous avait dit que le choix de l'Union européenne, c'était faire le choix de la paix. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on était assis sur une poudrière depuis des années et qu'on n'en entendait pas parler. Oui, merci David pour ces questions, un peu impertinentes, je dois dire. Alors, il faut quand même se poser la question pourquoi certains n'ont pas voulu s'intéresser à ce qui se passait en Ukraine. On n'a pas attendu 2022. Cette guerre avait en réalité commencé dès 2014 avec l'occupation surprise de la Crimée par ce qu'on a appelé les petits hommes verts. Il y a eu environ 10 000 parachutistes et hommes des forces spéciales russes avec des uniformes sans aucun insigne qui, un matin, ont pris le contrôle de l'ensemble de la Crimée. C'est 2014. Et il y a eu 15 jours après un soi-disant référendum d'autodétermination où la population restant sous le contrôle russe a voté à 96 ou 97% leur attachement à la Russie. Et donc la Crimée est devenue russe par un vote complètement étonnant datant de 2014. Ensuite, dans la foulée, il y a eu le soulèvement des deux provinces de Lugansk et de Donetsk qui ont essayé de se rattacher à la Russie. C'est vrai, elles étaient plutôt russophones, mais il y a dans de nombreuses régions d'Ukraine des populations russophones qui ne sont pas pro-russes, qui n'ont pas voulu être rattachées à la Russie. Et d'autre part, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, en 1991, lors de l'éclatement de l'Union soviétique, il y avait eu des référendums région par région, et toutes les régions avaient voté de manière totalement démocratique à l'époque, puisque c'était contrôlé de manière démocratique, le rattachement à l'Ukraine, et non absolument pas un rattachement à la Russie. Donc, c'est une très longue histoire, et ça a bien commencé bien avant 2022. Et Hmm. enfin, cher David, vous parliez des troupes russes qui se sont positionnées en 2022. Non, elles étaient déjà là dès 2014, puisqu'il y a eu des soldats qui ont pris le contrôle des ports de guerre russes, en particulier de Sébastopol, et le contrôle de toute la Crimée. Et puis, deuxièmement, ces soi-disant auxiliaires pro-russes qui, en fait, étaient équipés, armés, encadrés par des officiers de l'armée russe Hmm. depuis 2014. Et enfin, vous aviez, depuis 2014, environ 100 000 soldats russes stationnés aux frontières qui s'entraînaient, qui constituaient des stocks, etc. Donc, il n'y a absolument pas de surprise. Par contre, la surprise, c'est ceux qui n'ont pas voulu voir qu'il y avait une menace sur l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine ne s'y est pas trompée parce ils s'y sont préparés. Depuis 2014, l'Ukraine s'est préparée à une éventuelle invasion par la Russie. Hmm. Alors, vous parlez de troupes à la frontière, d'exercices militaires. Justement, moi, je pense à une autre situation dans un autre pays, un peu plus près de nous, l'Algérie. On sait que la Russie est le principal fournisseur d'armes de l'Algérie. Et jusqu'à récemment, en novembre 2022, on a vu l'armée russe et algérienne réaliser ensemble des exercices militaires à la frontière avec le Maroc. Est-ce que on devrait, nous aussi, nous inquiéter de voir arriver un jour à nos portes, à quelques minutes en avion de nos frontières, des bases militaires russes et pourquoi pas des missiles? Oui, je crois qu'il faut savoir raison garder. La France et l'Algérie ont d'excellentes relations. Il est certain que notre passé commun, en particulier colonial, mais également la décolonisation, et puis l'aide que la France a pu apporter à l'Algérie dans ces années de plomb, où lorsque il y a eu un combat terrible contre les groupes islamistes terroristes qui ont essayé de s'emparer du pouvoir en Algérie. Donc il y a une longue collaboration, coopération franco-algérienne.
Donc, je ne m'inquiète absolument pas sur ce plan-là. Depuis toujours, de l'armement russe a été vendu ou distribué dans le monde entier. Donc, ce n'est pas parce qu'un pays a un armement d'un type ou d'un autre qu'il est automatiquement devenu une menace pour un pays voisin. Par Hmm. contre, ce qui compte, c'est bien entendu d'entretenir les meilleures relations avec tous nos partenaires, tous nos amis de l'autre côté de la Méditerranée. Et je pense que c'est la politique française, la politique étrangère de la France et la politique européenne qui s'y emploient avec efficacité. Je vous remercie. Donc, si on reprend un petit peu l'histoire, parce que vous avez parlé de notre histoire avec l'Algérie, si on reprend notre histoire avec Vladimir Poutine, par exemple. Bien, en 2000, Vladimir Poutine avait proposé à Bill Clinton que la Russie rejoigne l'OTAN. C'était une proposition qui avait déjà été faite par Gorbatchev en 90. En 2009, on revoit Poutine proposer un traité de sécurité en Europe, une proposition qui a été ignorée. Suite aux attentats de 2011, on voit que la Russie propose une coalition contre le terrorisme. Euh, 3 mois plus tard, les États-Unis annoncent qu'ils sortent du traité antimissile balistique signé en 72. Ma question est la suivante. Avions-nous un ennemi de toujours que nous ignorons à l'époque, ou est-ce que nous l'avons en quelque sorte fabriqué? Oui, très bonne question là encore, David. Alors, il faut quand même se rendre compte qu'il est difficile pour une alliance défensive de continuer à survivre, à exister, quand l'ennemi principal, ou en tout cas la cause principale ayant suscité la création de cette alliance, de l'Alliance Atlantique, créée en 1949, face à la menace réelle, très puissante de l'Union soviétique et des pays satellites. Avec la disparition de l'Union soviétique en 1991, se pose la question de la survie de l'OTAN. Hmm. Et je suis entièrement d'accord avec vous, on aurait pu avoir, connaître l'OTAN notamment, aurait pu avoir un autre développement, devenir une organisation de sécurité euro-atlantico-asiatique, etc. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il faut dire qu'en 91, vous avez la guerre du Golfe qui se déclare, la première guerre du Golfe, et les opinions internationales, les gouvernements, en particulier occidentaux, se sont polarisés sur bien d'autres choses dès 91, 90-91, première guerre du Golfe. Et je rappelle qu'ensuite, vous parliez de 2000, je rappelle qu'en 2001, vous avez les attentats du 11 septembre. Et donc, l'OTAN, qu'un cas a survécu, sans réel ennemi désigné, a survécu, peut-être par pesanteur, par inertie, etc. Mais l'OTAN a survécu. Et en 2001, vous avez les attentats du 11 septembre et ce que le président Bush Junior a déclaré alors, la guerre contre le terrorisme. Et là encore, l'OTAN est partie dans cette guerre contre le terrorisme en partant en Afghanistan. Et à partir de 2001, fin 2001, début 2002, eh bien, vous avez pour 20 ans de guerre, en gros, hein, presque 20 ans de guerre menée par les États-Unis et une coalition ad hoc constituée de pays de l'OTAN et de pays amis des États-Unis et de l'OTAN, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., qui sont allés intervenir eux aussi en Afghanistan. Et donc, le sujet du devenir de la Russie n'a pas été posé avec, je dirais, toute la sagesse qu'il aurait fallu. Mhm. Et c'est sans doute pour cela que le président Macron, il y a quelques années, avait Mhm. évoqué avec cette phrase percutante que selon lui, l'OTAN était en état de mort cérébrale, c'est-à-dire sans réelle doctrine, sans réel ennemi, sans motivation, etc. Et puis, les États-Unis étaient en train de basculer sur en direction du Pacifique face à la montée, je dirais, de la puissance chinoise. Et donc, on avait une OTAN, une organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui avait perdu de sa substance, n'avait pas de justification véritable. Et en plus de ça, son contributeur principal était en train de basculer vers le Pacifique, vers la zone Indo-Pacifique. Donc, effectivement, on pouvait se dire, tiens, à terme, que devient l'OTAN. Voilà. Je pense que certains de nos auditeurs connaissent l'histoire de Rome et de Carthage, et il y avait
un auteur connu, hein, un homme politique romain, qui disait que devient Rome sans Carthage. C'est Mhm. Caton qui, une fois que Carthage était détruite, a posé la question, mais que devient Rome sans Carthage? Et donc la question était effectivement, que devient l'Alliance atlantique sans menace existentielle justifiant son existence? Mais vous avez remarqué qu'à partir de 91, tous les pays de l'Est qui ont accédé à la démocratie, à la liberté avec l'éclatement du pacte de Varsovie et, je dirais, la désintégration de l'Union soviétique, eh ben, ont tous demandé, les uns après les autres, à être rattachés à l'Union européenne et à l'OTAN. Il n'y a pas un seul pays qui ne l'ait pas demandé. Voilà. Et Mhm. donc, ce sont les pays eux-mêmes qui ont demandé cette extension de l'OTAN. Et peut-être qu'il aurait fallu, à ce moment-là, euh, avancer de manière déterminée et efficace dans le partenariat avec la Russie, la Fédération de Russie. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais il Mhm. n'empêche que ce n'est pas ça qui doit justifier une guerre d'agression et une invasion brutale sur un pays voisin. Nous sommes d'accord. Justement, un mois après cette invasion, en mars 2022, des négociations de paix ont lieu en Turquie et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime et annonce que son gouvernement est prêt à discuter de l'adoption d'un statut de neutralité pour son pays, dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. Et il appelle ça une garantie de sécurité et de neutralité, avec l'adoption en plus d'un statut non nucléaire de son État. Radicalement, il a changé d'avis très peu de temps après. Est-ce que vous avez une raison, une opinion sur pourquoi a-t-il changé d'avis si vite et aujourd'hui, bien entendu, on est bien loin de ce positionnement qu'il avait au début. Vous savez que les hommes politiques évoluent généralement fortement dans leurs déclarations en fonction des événements que leur pays traverse. Il me semble que le président Zelensky, en mars, était tout juste en train de survivre à l'agression et à l'invasion qui avait même entouré la ville de Kiev, la capitale. Mhm, Une grande partie du territoire ukrainien était envahi. Mais il a fallu que les Russes reculent parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre Kiev. Et deuxièmement, mhm, ils ont subi des pertes très importantes. Et à partir de ce moment-là, les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, a apporté des signes et des preuves au gouvernement ukrainien, mais aussi aux autres pays et aux pays occidentaux, qu'il était possible de mettre en échec la puissance militaire russe. Et donc à mhm. ce moment-là, ben, les espoirs sont revenus et donc, l'idée d'une libération quasi totale des territoires occupés par la Russie est revenue. Moi, je le comprends tout à fait. Hein. Donc, les hommes politiques font des déclarations qui sont jamais évidemment coupées de ce que leur pays, leur armée est en train de réaliser. Bon, on l'a vu Mhm. pendant toutes les grandes guerres, la Seconde Guerre mondiale, etc. Les déclarations des uns ne sont pas les mêmes. Le général de Gaulle en 1940 ne dit pas la même chose qu'en 1945 ou en 1944 lorsqu'il fait son discours à l'hôtel de ville de Paris. Voilà. Donc c'est Mhm. normal qu'il ait pu évoluer. Très bien. Si je voulais résumer à gros traits, on pourrait dire qu'il y a deux raisons possibles pour que la Russie soit entrée en guerre. D'après vous, laquelle des deux serait la bonne? Soit c'est une guerre pour répondre à une volonté d'expansion du territoire russe, soit c'est une guerre pour répondre à la crainte d'une menace de l'avancée de l'OTAN aux portes de la Russie. Alors, je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, bien sûr, on pourra me reprocher de faire un parallèle un peu trop facile entre Hitler et Poutine. Mais il y a quand même des similitudes. Lorsque le chancelier Hitler qui était respecté, visité, courtisé par les délégations étrangères les unes après les autres, avec l'espoir de parvenir à éviter un nouveau conflit en Europe dans les années 38-39, eh bien, il y avait vraiment un espoir dans les gouvernements occidentaux, France, Grande-Bretagne, d'obtenir que la puissance militaire allemande renaissante n'allait pas déclencher une nouvelle guerre. Mais cette puissance militaire allemande, ben, elle était
sous l'autorité d'un chef politique avec des visées extrêmement, je dirais, précises depuis toujours. Hein. Et si plus d'hommes politiques français avaient lu le livre Mein Kampf paru en 1924-1925, lorsque Hitler est à la forteresse de Landsberg, eh bien, ils auraient peut-être ouvert les yeux un peu plus sur la détermination de ce chancelier Hitler, qui finalement n'était pas un gentleman. Et le chancelier Hitler, pour justifier son agression contre les Tchèques, puisqu'il a démembré la République tchèque pour récupérer les populations germanophones des Sudètes, puis a envahi la Pologne le 1er septembre 1939, eh bien, à chaque fois, il a invoqué les mauvais traitements réservés aux populations germanophones et il a parlé d'intervenir pour les défendre. Voilà. Mhm. Donc, ce n'est pas parce que vous dites que vous vous sentez menacé que c'est réellement que telle est la réalité. Pour l'anecdote, les troupes allemandes, lorsqu'elles envahissent le 1er septembre 1939 la Pologne, eh bien, l'événement déclencheur revendiqué par Hitler, c'est une attaque soi-disant polonaise sur une station de radio à la frontière polono-allemande dans la nuit du 31 août au 1er septembre, avec soi-disant une radio qui a été occupée par des soldats polonais. En réalité, c'était une opération spéciale, c'est le cas de le dire, organisée par les services secrets allemands et avec une mise en scène totale. Et Hitler a pu dire à la population allemande, nous défendons, nous avons été agressés par les Polonais. Et donc, de tout temps, on a revendiqué la défense de ceci ou de cela, en particulier lorsqu'il s'agit d'un régime autoritaire, pour justifier une guerre, Mhm. le déclenchement d'une guerre. C'est classique. Et pour autant, même si nous avons du mal à imaginer en quoi l'OTAN pourrait être vu comme un danger mortel, car nous sommes à sa table, il faut le dire. Mais pour les autres, si on regarde du point de vue des pays non alignés, que représente l'OTAN? L'OTAN, c'est les États-Unis. Les États-Unis dénoncés par Amnesty International pour ses crimes de guerre en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan. C'est 900 000 morts minimum ces dernières années. C'est aussi le seul pays au monde qui a utilisé la bombe atomique 2 fois sur des civils. Est-ce qu'on peut alors comprendre cette crainte que peuvent avoir les Russes de voir les USA venir poser leur base à quelques kilomètres de la frontière? Quand nous-mêmes, nous serions inquiets à juste titre de voir une base militaire russe installée en Algérie. Oui. Alors, d'abord, l'OTAN, ce n'est pas seulement les États-Unis. Vous avez 30 pays membres et chaque pays a une voix. Chaque pays a la voix, a la parole. Deuxièmement, certes, les États-Unis sont les principaux contributeurs, à la fois financièrement et surtout militairement, avec des moyens colossaux. D'ailleurs, c'est peut-être une des erreurs de l'absence d'une véritable politique de défense européenne. L'Europe est restée extrêmement, je dirais, en retrait par rapport à toutes les menaces qui, depuis une dizaine d'années, montent à nouveau. On peut parler d'un désarmement unilatéral occidental, États-Unis exceptés, et heureusement que les États-Unis n'ont pas désarmé, car si aujourd'hui les États-Unis étaient dans le même état que la défense de la plupart des pays européens, eh bien, Poutine pouvait envahir tout ce qu'il voulait. Il aurait même pu aller dans d'autres pays que seulement l'Ukraine. Voilà. Mhm, Donc, l'Ukraine est dans l'orbite de la Russie depuis toujours. On sait très bien, il y a un lien très fort, hein, historique. La, la, Russie est née très vraisemblablement à Kiev. mhm. Et donc, incontestablement, il y a des liens très forts entre la Russie et l'Ukraine. C'est très regrettable que cette guerre vienne casser des relations extrêmement fortes qui existaient depuis des siècles, hein, depuis peut-être près de 1000 ans. Mais il n'empêche que l'agression russe n'est pas venue pour défendre quoi que ce soit, mais elle est là pour restaurer, je dirais, un véritable un empire qui a disparu en 1991, qui était l'Empire soviétique. Et on peut Mhm. considérer que
hélas, le, le plan du président Poutine, c'est plutôt de restaurer l'Union soviétique dans sa puissance et le pacte de Varsovie. Il le regrette et d'ailleurs, de temps en temps, il parle d'aller jusqu'à la Manche, etc. Hein, ce n'est pas simplement retourner dans la ville de Kiev. Voilà. Hmm. Justement, par rapport à Poutine, est-ce qu'on n'a pas tort de se focaliser sur lui? Peut-être aussi par ignorance totale de la vie politique russe, parce que si je demande à quelqu'un dans la rue quel est le principal opposant à Vladimir Poutine, la majorité des gens ne sauront pas quoi répondre. Certains qui ont bien écouté la radio et la télé me diront que c'est Alexei Navalny, dont les scores aux élections sont semblables à celles de Fabien Roussel en France. Donc, il ne me semble pas que le Parti communiste de Fabien Roussel soit le principal opposant à Emmanuel Macron. Mais justement, le principal opposant à Vladimir Poutine en Russie, c'est le Parti communiste russe, qui fait, lui, 20% aux élections législatives, qui est au deuxième tour face à Vladimir Poutine, mais dont la direction a soutenu sans aucune réserve ce qu'ils ont appelé au début l'opération spéciale en Ukraine, qui en fait était une guerre. Donc, est-ce qu'en focalisant sur Poutine, on ne fait pas une erreur? Oui. Alors, lors des crises ou des guerres, il est certain qu'on a toujours tendance à personnaliser l'ennemi. Et par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains considéraient que l'Italie fasciste, c'était Mussolini, l'Allemagne, c'était Hitler, le Japon, c'était Hirohito, l'empereur Hirohito, etc. C'est classique, c'est très fréquent. Cela contribue à en quelque sorte démoniser l'adversaire et à le résumer autour de la personne d'un seul homme. Voilà. Mhm. Mais c'est un schéma. C'est un schéma. On sait très bien que derrière, il y a un appareil. Derrière Poutine, il y a tout l'appareil des anciens KGBistes, de ces anciens hommes des services secrets russes qui se sont en grande partie partagés le butin de l'économie russe après 1991, après l'éclatement de la Russie, de l'Union soviétique. Beaucoup des oligarques étaient ou sont des proches de Poutine. Et d'ailleurs, on observe que quand vous parlez d'une opposition, il n'y a pas de véritable opposition. Il n'y a pas d'opposition. En Russie, il n'y a pas d'opposition. Les gens qui ont manifesté, il y a eu 15 000 personnes arrêtées. La plupart sont encore en prison au moment du déclenchement de la guerre. Il n'y a pas d'opposition en Russie. Vous avez une police secrète, vous avez, comme au temps de l'Union soviétique, et il suffit d'utiliser un certain nombre de mots interdits et vous pouvez vous retrouver en prison. Donc, l'opposition n'existe pas et la comparaison avec le Parti communiste, en réalité, il me semble que le Parti communiste a gardé une accointance forte avec l'idéologie du président Poutine. Et je ne m'étonne pas du tout que ce Parti communiste qui, soi-disant, serait opposant à Poutine, ben, ait soutenu cette guerre, cette opération spéciale. Voilà. Hmm. Très bien. Alors, sur un tout autre champ, sortant du communisme et allons voir du côté des églises, et notamment l'église orthodoxe, euh, c'est un petit peu affligeant. Nous avons d'un côté donc ce patriarche orthodoxe russe dont le discours ne fait que se radicaliser au fur et à mesure des mois. Et c'est insupportable de voir à la tête de l'Église orthodoxe venir mettre ses gros doigts velus dans les affaires politiques. Et à contrario, on a de l'autre côté Joe Biden qui est allé en marge de la visite à Kiev euh, il y a une semaine rencontrer le métropolite de l'Église orthodoxe indépendante. Là encore, est-ce que c'est pas insupportable de voir là aussi le politique vouloir mettre ses gros doigts velus dans les affaires de l'Église? Ouais. Alors, les gros doigts velus du politique, c'est classique. Hein. De tout temps, les hommes politiques ont essayé d'instrumentaliser la religion, et on le voit dans la plupart des pays, en fonction des périodes de crise, etc. Vous vous souvenez que dans l'armée prussienne, un des insignes, on le voyait sur les ceinturons des soldats allemands de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça date de l'époque du roi Frédéric Ier, Frédéric II, etc. Il est écrit Gott mit uns, Dieu avec nous. Donc de tout temps, les armées, les régimes ont essayé d'avoir
de pouvoir s'appuyer sur une relation forte avec l'Église, les églises, etc. Alors, pour ce qu'il est de la relation entre Poutine et le patriarche Kirill. Alors, d'abord, qui est le patriarche Kirill? Alors, j'invite tous les auditeurs de notre chaîne à regarder sur l'histoire, la biographie de ce patriarche Kirill. Il a un passé extrêmement trouble. Très vraisemblablement, il était un agent du KGB, infiltré par le KGB à l'intérieur de l'Église orthodoxe russe pendant les années les plus dures de l'Union soviétique. Et c'est là qu'il a fait carrière, parce qu'il était un agent zélé, et cela lui a permis de monter à l'intérieur de la structure de l'Église orthodoxe russe. Il a été de nombreuses années représentant de l'Église orthodoxe russe à l'intérieur du Conseil œcuménique des Églises à Genève, et il était là pour renseigner, contrôler qui était proche des pays occidentaux ou non. Il aurait aussi été en charge de surveiller les églises protestantes dans l'Union soviétique. Mhm. Euh, voilà, donc ce n'est pas un enfant de cœur, loin de là. Il est également multimillionnaire, il a une fortune très importante, placée en partie à l'étranger. Et donc je dirais, pour moi, c'est un véritable imposteur. C'est un imposteur, ce n'est pas un homme d'église, ce n'est pas un chrétien. Et je pense que Poutine s'appuie sur lui parce que c'est le ressort classique des régimes autoritaires Mhm. d'utiliser, je dirais, un nationalisme russe arc-bouté à une religion orthodoxe qui a remplacé le Parti communiste. Le Parti communiste russe a perdu considérablement de son influence. L'idéologie russe de l'homme nouveau, etc., s'est complètement effacée. Mais par contre, la religion euh, russe orthodoxe eh bien, permet à Poutine de justifier sa guerre. Et le patriarche Kirill s'est empressé de bénir cette guerre et de dire qu'il était très bon de combattre et il encourageait tout le monde, tous les jeunes hommes à aller combattre et à donner leur vie pour la Sainte Patrie, etc. Donc le Mhm. patriarche Kirill, voilà ce que je pouvais en dire. Alors ensuite, le président Biden, bon, bah, écoutez, les Américains, chaque pays a sa culture. La culture américaine, il y a un lien fort entre l'État et la religion. Sur le dollar, il me semble qu'il est écrit In God we trust, donc en Dieu nous avons notre confiance. Et il me semble que le président Biden, lorsqu'il vient à Kiev il y a quelques jours, là, c'était un peu plus d'une semaine, il a rencontré le président Zelensky, mais il est allé faire un tour lui aussi vers le patriarche de Kiev, qui est donc maintenant la tête de l'Église ukrainienne, qui a pris sa distance par rapport à Moscou en 2019. Et c'est d'ailleurs une des causes du déclenchement de cette opération spéciale, c'est que l'Église orthodoxe ukrainienne, qui en fait très longtemps, depuis toujours, était une émanation de l'Église orthodoxe de Moscou avec un seul patriarche, eh bien, a proclamé son indépendance et a fait rupture avec Moscou en 2019. Et donc, les biens de l'Église orthodoxe russe en Ukraine sont pour la plupart devenus biens de l'Église orthodoxe ukrainienne. Et c'est une des causes, très vraisemblablement, du basculement de l'Église orthodoxe russe contre l'Église orthodoxe ukrainienne. Donc je pense que le président Biden, lorsqu'il vient à Kiev et qu'il rencontre le patriarche de cette nouvelle Église orthodoxe ukrainienne, très nouvellement créée, lui aussi, il équilibre, il rencontre un des agents, une des forces morales importante dans ce pays, Ukraine, qui subit bombardements, tirs de missiles, etc., depuis un an. Voilà. Mhm. Et pour nous, j'ai l'impression que aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, la seule chose qui soit en notre pouvoir, c'est de continuer à mettre des pièces dans la machine pour que la guerre continue. On n'a aucun moyen de dialogue, j'ai l'impression, et ni de pression envers la Russie. Et nos soi-disant sanctions ressemblent plus à couper la branche sur laquelle on est assis qu'autre chose. Oui. Alors, j'ai pas totalement répondu à la question tout à l'heure sur l'OTAN. Vous disiez Oui. comment l'OTAN peut être perçu par les pays voisins. Alors, Mhm. d'abord, les pays qui en sont membres, les 30 pays membres de l'OTAN, considèrent que c'est une alliance défensive, strictement défensive.
où tout le Mhm. monde doit connaître l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, dit traité de Washington. Un pays membre de l'OTAN qui est attaqué, tous les autres pays membres de l'Alliance ont le devoir de lui porter assistance et d'entrer à son secours militairement. Oui. Euh, donc c'est une alliance défensive. Je n'ai pas connaissance, et pourtant j'ai fait un certain nombre d'années comme général français dans l'OTAN, je n'ai pas eu connaissance d'un seul plan d'invasion de qui que ce soit. C'est un mythe total. C'est un mythe total. Alors, bien sûr, on peut avoir des pensées complotistes, s'imaginer que les Américains sont des grands qui contrôlent le monde entier, etc. Non, c'est pas vrai. Les plans sont partagés à tout instant avec, puisque ce sont des états-majors multinationaux, et vous avez, lorsque j'étais général dans l'OTAN, bien, j'avais un adjoint anglais, sous mes ordres un général, un amiral américain, au-dessus de moi un autre amiral américain, j'avais des généraux turcs, allemands, anglais, etc. sous mes ordres. Euh, il n'est pas possible qu'à l'intérieur d'une organisation défensive comme celle-là, on puisse préparer des plans que les différents pays membres ignoreraient. Par Mhm. contre, il est certain que les intérêts des uns et des autres ne correspondent pas nécessairement. Par exemple, il est certain que des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce sont bien plus intéressés par la Méditerranée que des pays comme le Danemark ou l'Allemagne ou les pays baltes. Et donc, Mhm. il y a nécessité d'équilibrer les intérêts des uns et des autres, les inquiétudes des uns et des autres, etc. Et c'est tout ceci se passe au niveau politique et au niveau militaire. Donc, je tiens vraiment à réaffirmer que l'OTAN, alliance défensive, n'a absolument pas pour vocation de participer à des invasions de quoi que ce soit. L'opération en Afghanistan n'a jamais été considérée comme une invasion, mais un mandat de l'ONU a été confié à l'OTAN pour contribuer à construire, à reconstruire un Afghanistan démocratique. Voilà, donc on ne peut pas parler de l'OTAN qui aurait été envahir l'Afghanistan, ce n'est pas vrai. Et quant aux crimes de guerre, je pense que les crimes de guerre, on peut faire des tas d'allégations. Je pense qu'il y a très peu de pays, lorsqu'ils entrent en guerre, qui sont à l'abri de ce qui s'appelle des dégâts collatéraux, voire même d'actions qui sont illégales. Moi, je ne peux pas dire que les Américains ont tué 900 000 personnes en Irak ou en Afghanistan et que ce sont des crimes de guerre. Ils sont entrés en guerre parce que les États-Unis ont considéré qu'ils avaient été agressés. À mon avis, c'est faux, on le sait, c'était pas la bonne interprétation. Les attentats du 11 septembre 2001 n'ont absolument pas été fomentés et organisés depuis l'Irak. Mhm. Euh, Absolument pas. Ils étaient fomentés par Ben Laden, qui était en Afghanistan à l'époque. Voilà. Et donc, par rapport à nous, dans cette guerre, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, à part continuer à mettre des pièces dans la machine? Alors, mettre des pièces dans la machine, il y a deux solutions. Ou on considère que l'Ukraine, il faut les laisser tomber et ils ne méritent pas qu'on les aide. Ça veut dire qu'on envisage que l'Ukraine soit écrasée par la Russie Mhm. et que demain, le président Poutine, conforté par ce qu'il a appelé cette opération militaire spéciale, qui aura coûté des centaines de milliers de vies, pourrait, à l'avenir, dans un avenir proche, voire très proche, s'intéresser à d'autres pays voisins. Et on a entendu différentes hypothèses. Cela pourrait être la Moldavie, cela pourquoi pas les pays baltes, pourquoi pas la Pologne. Les pays baltes, ce serait pour donner un accès à la mer à la Biélorussie. Il ne faut pas oublier qu'en 1940, la Russie, l'Union soviétique de Staline a occupé et annexé les pays baltes. Je dirais que Poutine ne négligerait alors aucune perspective, aucune possibilité d'agrandir et d'étendre, je dirais, le territoire qu'il contrôlerait. Donc, en aucun cas, on ne peut raisonnablement considérer qu'il faut se désintéresser de ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe en Ukraine
peut très bien se reproduire dans d'autres pays voisins. Et à ce moment-là, on aurait un engrenage du type Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale. Si Hitler avait été arrêté lorsqu'il a réoccupé la Rhénanie le 7 mars 1936, la rive gauche du Rhin, on aurait évité l'occupation de l'Autriche, l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, l'annexion des Sudètes, la guerre de Pologne et ensuite la Seconde Guerre mondiale avec 50 millions de morts. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut en aucun cas se désintéresser. Ce n'est pas mettre des pièces, d'entretenir une guerre. Non, c'est de prévenir l'extension du conflit. Hmm, d'accord. Mais là, actuellement, les actions que nous menons, elles maintiennent la guerre, elles ne permettent pas pour le moment de la faire stopper. Et j'ai l'impression que la perspective que vous nous proposez, c'est de voir que euh, si on perd ce bout-là, c'est la Troisième Guerre mondiale qui nous attend, une généralisation un peu plus grande de la guerre, mais en même temps, est-ce que dans ce cas-là, on met les moyens pour qu'elle se stoppe définitivement? Alors, c'est l'éternelle difficulté. Et moi, je suis totalement ce que dit notre président Macron, c'est-à-dire il ne faut pas humilier Poutine, il ne faut pas humilier le Mhm, président. Je pense qu'il faut qu'il mesure qu'il n'y arrivera pas avec les forces dont il dispose pour conquérir et écraser l'Ukraine et qu'il renonce à cette opération. hmm, Ensuite, peut-être que nous parviendrons après l'échec de ces différentes tentatives, nous parviendrons à une solution négociée. Ceci dit, il faudra des garanties de sécurité importantes parce que la parole d'un homme politique qui s'est parjuré, qui disait quelques jours avant d'envahir qu'en aucun cas il n'avait l'intention d'entrer en Ukraine, hmm, quelle est la valeur de sa parole à l'avenir? ouais, Et les garanties de sécurité doivent être claires et établies, car Poutine peut très bien dire je m'arrête, et 2 ans après, ayant repris les forces, il recommence. Voilà. hmm. Donc voilà ce qu'il faut considérer. Il n'est pas possible de rester à ne rien faire. Il faut arriver à la table de négociation avec une Russie certes affaiblie, mais on a besoin d'une Russie qui existe dans le concert des nations. La Fédération de Russie est un des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. On a besoin du rôle de la Russie, mais il faut que cette Russie soit réellement, euh, je dirais, démocratique, pacifique à l'égard de ses voisins, et on ne peut pas l'encourager à mener des guerres d'agression sur l'ensemble de ses voisins, au nom des territoires perdus ayant jadis appartenu à la grande Union soviétique. C'est comme si la France d'aujourd'hui voulait réoccuper la Suisse ou réoccuper les Pays-Bas parce qu'ils ont été, au moment de Napoléon, à un moment donné, sous le contrôle français, ou pourquoi pas la Croatie, ou pourquoi pas l'Espagne, au moment de Napoléon, etc. Non, ce n'est pas Hmm. possible. Intangibilité des frontières, respect, souveraineté des pays membres, des pays, de l'ensemble des pays, et puis, je dirais, relations internationales pacifiques. Mais merci pour tout ça, mon général. J'espère que vous avez apprécié répondre à mes questions impertinentes et j'espère pouvoir vous réinviter à nouveau sur cette chaîne pour discuter d'autres sujets. En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez accordé et pour la patience que vous avez eue pour répondre à mes questions. Voilà, c'est vrai, vos questions étaient parfois, euh, je dirais, dérangeantes, parfois même à la limite impertinentes, mais je vous remercie de poser ces questions parce qu'elles permettent d'aller plus loin que les simples commentaires que l'on peut entendre sur notamment les chaînes d'information en continu. Voilà, et bien à vous. Merci beaucoup, mon général. À bientôt. Au revoir. Au revoir.